諸先生、こんにちは。皆さんにはこんばんはになります。本日は諸先生にはお忙しいところ、東洋大学国際哲学研究センターのウェブ国際会議に参加してくださり、また朝早くから通信の調整などしていただき、さらにその時差で時間の変更をお願いして快く応じていただきありがとうございました。諸先生のご講演の前にこの会について少し申し上げ、次に諸先生のお仕事を簡潔にご紹介いたします。この会は第2ユニットの方法論研究において、私たちは普遍方法論を解明して体系化の構想の模索をし、さらに近接する小先行領域間のネットワーク構築と課題を深めてきました。私たちを取り巻く現状は、とりわけてもさまざまな学問領域がタコ壺状になって、それぞれの領域における研究者が我こそはと真理と主張するというありさまです。この現状を変更するためにも、普遍方法論の解明、体系化の構想の模索、異なる領域のクロスセッションが重要な役割を果たすと考えています。私たちはこのことをフランス、ドイツ、イギリスの哲学研究者とともに模索してきました。すでに13回開催されている方法論研究会シンポジウムの有機的連関のもとに、今年度はスピノザ哲学の方法、理性と経験を課題にしました。そして本日、スピノザ研究者における第一人者であるピエール・フランソワ・モロー先生をお招きして、インターネットを介して理性と経験という題題で講演していただき、こちら側の気鋭の若手研究者が質問をし、討論をいたします。スピノザ哲学のある種の体系性及び幾何学的順序と経験の交差するところが解明されるのではないかと期待しております。このことはこれまでの方法論研究にさらなる一歩を付け加えることになるでしょう。進行についてあらかじめご紹介しておきます。これから諸先生に60分程度講演をしていただき、若干の休憩を挟んで特定質問を3人の方にしていただきます。諸先生が1人の特定質問が終わったところで応答なさるのか、それとも3人の特定質問が終わった後でまとめてお答えになるのか、それは諸先生のご都合のよいようにしていただきたいと思います。最初の特定質問が終わったところで、私の方から先生の方にお尋ねいたします。特定質問は7分ずつ3人の方にお願いします。東京大学の藤井千佳代さん、東洋大学の渡辺博之さん、熊本大学の大西義友さんです。藤井さんと渡辺さんはスピノザ哲学の研究者です。大西さんはデカルト哲学の研究者です。終了時間は日本時間で20時、午後の8時を予定しております。諸先生にご講演していただく前に、短く先生を紹介いたします。諸先生はスピノザ研究の第一人者として、現在リヨンのフランス高等師範学校の教授をされておられます。諸先生のたくさんの業績の中から一つ二つだけをご紹介申し上げます。諸先生の著作の中でスピノザ研究の中心を占めるのは、1994年に出版されたスピノザ経験と永遠です。この558ページにわたる高官な作品は、日本の研究者の中ではスピノザブックと呼ばれているようです。そのスピノザ経験と永遠の最後には次のように書いてあります。経験は周辺的なことではない。経験は外部が内部と出会う接点である。先生はホッブズについての作品も、ルクレティウスについての作品も書いておられます。また情念に関する論文集の編集もしておられます。
経験を中心に据えるスピノザ解釈をこれからお話しいただけるものと思います。それでは諸尾先生、よろしくお願いいたします。Diriger une anthologie sur les articles sur la question des passions. Et bon, donc, professeur Moreau, je vous donne la parole maintenant. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Université Toyo et les collègues qui sont présents, et notamment le professeur Murakami qui m'a invité à participer à cet échange et à cette discussion. Donc je vais parler aujourd'hui de ce thème, raison et expérience, sur la méthode de la philosophie spinozienne. Quand on parle de méthode à propos de la philosophie de Spinoza, bien sûr, on pense au traité de la réforme de l'entendement, le Tractatus de Intellectus Emendatione. C'est un ouvrage, en effet, où Spinoza se pose explicitement le problème de la méthode. Et ses lecteurs, ses premiers lecteurs, dès le début, ont lu souvent ce livre précisément comme étant d'abord un traité de la méthode, en entendant souvent par là la méthode scientifique. Par exemple, à la fin de sa vie, son disciple Chirnaos lui demande s'il peut avoir accès à ce traité, et il appelle votre écrit sur la méthode. Alors, en un sens, ça paraît très clair, mais en même temps, il faut se demander ce que l'on entend par méthode au début de l'âge classique, au début de la modernité, et il ne faut pas laisser, par exemple, l'image de la méthode cartésienne déborder sur le texte de Spinoza. Il ne faut pas lire le texte sur la méthode de Spinoza à la lumière du cartésianisme. Même s'il est vrai que Spinoza s'adresse dans ce livre à des lecteurs potentiels qui sont des cartésiens ou qui ne sont pas loin du cartésianisme. Mais pour prendre la distance entre une théorie de la méthode dans les sciences et la théorie de la méthode de Spinoza, et plus généralement ce que veut dire le mot méthode au début de la modernité, il faut se souvenir, par exemple, qu'un des ouvrages qui, au siècle précédent, a porté le titre de De Methodo, de la méthode, celui de Aconcius, un protestant hétérodoxe, cet ouvrage visait non pas du tout à définir une méthode pour les sciences, mais à poser des règles pour les controverses, et d'abord pour les controverses religieuses. Plus exactement, pour Aconcius, mettre au point une méthode, c'était trouver le moyen de ne pas se laisser égarer par l'esprit de dispute, parce que l'esprit de dispute, pour lui, c'est le stratagème de Satan, le stratagème que le diable utilise pour tromper les fidèles, lorsqu'il discute sur le salut. Eh bien, évidemment, Spinoza a une démarche très différente, mais on retrouve quand même chez lui, sous une autre forme, cette idée que la méthode, c'est d'abord ce qui conduit au salut. C'est donc de cela qu'il va être question dans le traité, et notamment dans la longue introduction qui occupe presque la moitié du texte. Cette introduction explique justement que la vie ordinaire, la vita communis, est insatisfaisante et qu'il nous faut nous tourner vers un souverain bien, donc mettre au point une méthode pour y parvenir. Donc la méthode, avant d'être la méthode du savoir, la méthode de la science, c'est la méthode pour s'arracher à la vie ordinaire et aller vers le souverain bien. Alors après cette introduction, viennent deux parties qui sont consacrées à exposer justement cette méthode, à distinguer les idées vraies, les idées fausses, à définir ce que c'est que l'entendement. La deuxième partie est inachevée. Nous nous trouvons donc bien devant un texte qui dit qu'il va nous amener jusqu'à la connaissance du souverain bien par l'élaboration d'une méthode et qui va s'interrompre pratiquement au milieu de l'exposition de cette méthode. Comment procède cette introduction, celle qui va aboutir justement à l'idée de méthode?
Cette introduction procède en plusieurs temps. Le premier temps, celui auquel on va s'intéresser maintenant, c'est quelque chose que l'on pourrait appeler un temps de la conversion, mais à condition de mettre des guillemets autour du mot conversion. En effet, il ne s'agit pas du tout d'une conversion religieuse au sens traditionnel du terme. Alors, je commence par le début du texte. Spinoza écrit « L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie commune sont vaines et futiles. Mais experientia docuit, omnia quae in communivita frequenter occurrunt, vana et futilia sunt » sont vaines et futiles. Alors, il y a ici deux mots qui sont essentiels, le mot expérience au début et le mot vie, ou plus exactement l'expression vie commune. Ces deux mots, il faut les regarder de près. Que veut dire d'abord le terme expérience? Il ne s'agit évidemment pas de l'expérimentation scientifique. Ce n'est pas celle des chimistes ou des physiciens. Le narrateur du début du traité ne se présente pas comme un physicien, ni même comme un savant. Plus tard, Spinoza fera des expériences scientifiques, il critiquera celles des autres, celles du chimiste anglais Boyle, par exemple, mais ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Il ne s'agit pas non plus de l'expérience vague dont Spinoza parlera plus tard. Ici, elle n'est pas vague du tout. Ce qu'il faut entendre maintenant par expérience, c'est en fait ce que le narrateur de cette introduction, et avec lui tout lecteur possible, c'est-à-dire tout à chacun de nous, ce que ce narrateur donc peut apprendre par la simple accumulation des faits de la vie ordinaire, donc de la vita communis, de la vie commune. Donc c'est ce que chacun à la fois vit lui-même, mais aussi partage avec autrui. Au fond, sans qu'il y ait dans ce partage une détermination individuelle. Sans ça, s'il y avait une détermination individuelle, on serait dans une autobiographie. Et alors, elle n'aurait pas de valeur persuasive. Mais justement, ce que Spinoza veut faire ici, c'est convaincre, persuader son lecteur. Donc pour le convaincre, pour le persuader, il faut qu'il utilise des faits de la vie commune que le lecteur partage aussi. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, il faut s'appuyer sur des faits communs, connus de tous, et c'est pourquoi c'est l'expression « vie commune » qui détermine le sens du mot « expérience ». Il faut remarquer qu'il est très important en ce sens que ce traité qui veut conduire au salut, c'est-à-dire à ce que plus tard, dans l'éthique, Spinoza déclarera comme aussi précieux que rare. Eh bien, ici, il commence par ce qui est le plus commun. Donc, pour aller à ce qui est le plus rare, il faut partir de ce qui est le plus commun. Pour aller vers ce qui est le plus précieux, il faut partir de ce qui est le plus futile. L'expérience désigne donc ici cette communauté de points de départ, et d'une certaine façon, ce terme expérience aura toujours ce sens dans l'œuvre de Spinoza, ce sens premier, même s'il a un autre statut dans ses ouvrages ultérieurs. Quand il parlera, par exemple, de l'histoire, des passions ou du langage, et même quand il parlera de l'éternité. Alors, comment faut-il comprendre le terme « vie » qui est l'autre terme clé de cette phrase initiale, puisque nous venons de dire que c'est finalement l'expression « vie commune » qui donne un contenu à l'expérience. Il ne faut pas prendre le terme « vie » comme un terme qui va de soi, comme un terme qu'on comprendrait tout seul. Ou plutôt, il faut le comprendre à la fois comme un terme qui va de soi, et aussi comme un terme technique. Un terme technique qui structure tout ce récit initial du traité. En effet, si on parcourt rapidement les 3 premières pages du texte, du traité de la réforme de l'entendement,
on se rend compte que Spinoza passe son temps à utiliser ce mot vie et qu'à chaque fois, le mot vie joue un rôle clé dans l'avancée du raisonnement. En effet, Spinoza commence donc par cette phrase que j'ai lue qui parle des occurrences de la vie ordinaire, des occurrences de la vie commune. Un peu plus bas, il parle du projet, de l'institution, l'institutum d'une vie nouvelle. Donc, vous voyez une deuxième fois la vie, mais cette fois, ce n'est plus la vie commune, c'est la vie nouvelle. On se demande si cette vie nouvelle est compatible avec la conduite ordinaire de la vie. Spinoza fait remarquer que si on veut organiser sa vie, une nouvelle fois, en fonction de l'honneur, c'est-à-dire en fonction des relations sociales, des relations de pouvoir, on est amené à diriger sa vie, une nouvelle fois, d'après la manière de voir des autres hommes. Dans le paragraphe suivant, Spinoza reparle 3 fois de l'idée de vie nouvelle, et ensuite, il est amené à faire une comparaison entre celui qui cherche à réorganiser sa vie et le malade qui est atteint d'une maladie mortelle, d'une infection mortelle. Autrement dit, 2 pages après le début du texte, où se trouvait l'idée de vie commune, on en arrive à l'idée de mort. Or, cette idée insiste un peu dans les phrases qui suivent. Après la maladie mortelle, l'infection mortelle, Spinoza parle de la mort imminente qui nous menace, et dans le paragraphe suivant, il donne des exemples de tous ceux qui ont été menacés par la mort à cause de leur recherche des biens de la vie courante. Donc c'est en cherchant les biens de cette vie commune, de cette vie ordinaire, que nous rencontrons la mort. Il y a donc un lien entre la quête des buts de la vie courante et l'interruption qu'est la mort. Il y a ceux qui ont recherché la richesse, qui à cause de cela ont souffert la persécution et la mort. Ils ont payé leur déraison de leur vie, autre occurrence du terme. Il y a ceux qui, pour conquérir ou pour conserver l'honneur, c'est-à-dire le pouvoir, ont pâti très misérablement, donc qui ont été rapprochés de la mort ou ont vu leur vie saccagée par cette recherche, eh bien, de la vie courante. Et enfin, il y a ceux dont l'amour excessif du plaisir a hâté la mort. C'est pourquoi Spinoza conclut qu'il faut rejeter, au moins dans une certaine mesure, la recherche de ces 3 biens, c'est-à-dire on peut peut-être les rechercher, mais il ne faut pas les rechercher de manière exclusive. Si on doit les rechercher, c'est seulement comme moyen qui nous faciliteront le travail de recherche de souverain bien. Donc, il faut chercher un autre bien qui est tel qu'il ne puisse pas périr, ni nous faire périr, et donc un bien qui est tel que nous ne soyons pas atteints de tristesse lorsque nous nous rendons compte qu'il est périssable. Et enfin, vient la comparaison entre ces différents types de biens qui va permettre d'accéder au véritable projet de ce que Spinoza appelle, en disant le terme une nouvelle fois, une vie nouvelle. Donc, on constate que dans ces premiers paragraphes, dans ce qui apparaît comme un récit de conversion, mais qui n'en est pas un au sens strict, Spinoza part de la notion d'expérience et semble organiser toute sa réflexion autour principalement de cette notion de vie. La vie courante, la vie nouvelle, la compatibilité entre la vie courante et la vie nouvelle, les différents biens de la vie courante, le danger que présentent ces biens de la vie ordinaire, etc., etc. Et à partir de la seconde moitié du texte, la notion de mort, de perte et d'objet périssable vient en sorte compléter cette recherche centrée sur la vie. La mort, le caractère périssable des objets, viennent montrer qu'est la frontière de la vie, et frontière qui est suscitée par notre façon même de vivre. Alors, cette insistance finale sur la mort, ça peut paraître étrange de la part d'un philosophe qui écrira dans l'Éthique que l'homme guidé par la raison ne pense jamais à la mort. Mais justement, apparemment ici, il ne s'agit pas d'un homme qui soit déjà guidé par la raison.
Il s'agit plutôt d'un homme qui la cherche, sans savoir même encore ce qu'elle est, et même sans la nommer. On a affaire non pas au présent de la raison, mais à son passé. Plus exactement, au récit de ce passé. Le narrateur nous dit comment il s'est détourné des biens de la vie courante pour rechercher quelque chose qui serait le vrai bien. Ce vrai bien, il n'a au départ aucune idée de ce qu'il est. Il se contente de le décrire négativement à partir de la déception que provoquent les biens de la vie ordinaire. Alors, revenons un instant sur ce parcours de conversion, de pseudo-conversion, pour nous demander quel type de vie on voit y apparaître, puisque c'est apparemment la notion de vie qui gouverne tout le trajet, toute la trajectoire. Qu'est-ce qu'on voit surgir dans ces premières pages? On voit surgir comme une pensée du vivant, puisque dans les derniers paragraphes, on voit donc la vie s'opposer à la mort. Conserver sa vie, c'est banalement ne pas mourir, ne pas périr, ne pas s'exposer au danger. On a donc là, au fond, une première définition, si on veut, une définition minimale de la vie, comme la prolongation de notre existence animale, la prolongation de la vie biologique, le contraire de la mort. Et c'est le sens le plus courant du terme. Ce qu'il y a de plus commun à la nature des hommes et à la nature des animaux, ce que la nature a donné à l'homme comme fond physiologique, anatomique de son existence, comme matériau premier sur lequel il va construire ses activités. Donc, premier sens de la vie animale, la vie de la continuation du corps, la vie de la continuation des fonctions du corps avant que la mort ne l'arrête. Et qu'on essaye de prolonger le plus longtemps possible pour éviter la mort. Mais en même temps, il est clair, quand on regarde les premières phrases du texte, que ce n'est pas seulement de ce sens-là de la vie qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de la vie animale. Quand Spinoza dit, je relis la première phrase encore une fois, quand Spinoza dit « L'expérience m'avait appris que toutes les occurrences les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines et futiles », eh bien, il ne s'agit pas seulement de la vie au sens de vivant. Il s'agit plutôt, pourrait-on dire, de la vie au sens de vécu ou de vital. Non pas la simple continuation de la circulation du sang et de la respiration, des phénomènes biologiques, organiques, mais autre chose, à savoir le fait que l'individu, celui qui ici dit « je », ego, mais aussi, apparemment, les autres individus, ceux auxquels le « je » parle, le « je » s'adresse, les lecteurs, ceux qui seront appelés à faire ensuite le même itinéraire après lui, comme lui. Eh bien, tous ces « je », ils ont dans leur vie une certaine continuité, qui n'est pas seulement la continuité physiologique animale. Une continuité, ça veut dire que dans leur vie, il arrive un certain nombre de choses successivement, les occurrences les plus fréquentes. Cela implique une vie où il y a des événements, et pas seulement des faits biologiques. Ces événements, on pourrait dire qu'ils constituent quelque chose comme une biographie, qui constitue une continuité de la vie dans laquelle, à certains moments, on peut décider de continuer comme avant, ou au contraire, on peut décider de changer sa vie. Donc on peut décider de continuer la vie ordinaire ou d'avoir une vie nouvelle. Et ça, ça n'est plus de l'ordre de l'organique ou du physiologique. C'est de l'ordre du vital, c'est de l'ordre du vécu. Donc, on substituera à l'ancienne institutum, à l'ancienne procédure de la vie, un nouvel institutum, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle règle de vie. Donc on voit bien qu'ici, le terme de vie sert à Spinoza, au fond, à passer d'un des sens à l'autre, à jouer sur le passage entre la vie organique et la vie biographique. Donc à passer de la vie simple opposée à la mort à la vie en tant que continuité des événements qui arrivent à un individu. Le narrateur,
celui qui dit je, évoque plusieurs moments du passé. D'abord, une continuité qu'on pourrait dire en quelque sorte non réflexive, dans laquelle il s'abandonnait aux occurrences de la vie ordinaire. Ces occurrences, on les connaît, elles sont très variées, mais elles se laissent ramener à 3 chapitres principaux que Spinoza n'invente pas, puisque toute la tradition rhétorique morale les a énumérés avant lui: le plaisir, les honneurs, les richesses. Le plaisir, c'est tout ce qui peut arriver immédiatement au corps, et peut-être pas seulement au corps, il y a des plaisirs intellectuels. Les honneurs, ce sont les relations interhumaines, donc notamment le champ de la politique, mais plus généralement aussi toutes les relations avec les autres hommes, même infrapolitiques. Et la richesse, c'est à la fois l'argent et puis ce que l'on peut acquérir avec de l'argent. Donc pratiquement tout ce que les hommes peuvent désirer dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, peut se ramener à ces 3 chapitres principaux. Donc à la fois c'est extrêmement varié, mais en même temps c'est très simple. Ce sont ces 3 chemins, ces 3 accès au désir de la vie ordinaire, qui sont tout ce que l'homme, tout ce qui, dans la vie de l'homme, explique ses activités, ses désirs, ses attentes, ses déceptions. Donc, il faut remarquer que dans ces 3 désirs de la vie ordinaire, le plaisir, les honneurs, les richesses, il n'y a pas le souverain bien. Nous n'avons pas une aspiration spontanée au souverain bien, ni un souverain bien religieux, ni un souverain bien philosophique ou moral, et il n'y a pas non plus le désir de savoir. Chez Spinoza, il n'y a pas de passion épistémologique originaire. Il faut le souligner, puisque dans l'éthique, plus tard, on apprendra que ce qui est le propre de l'homme, c'est intelligere, comprendre. Eh bien, ce désir de savoir, il n'est pas premier. Il sera produit, en quelque sorte, par l'itinéraire. Il n'est pas parmi les moteurs fondamentaux originaires de la vie humaine. On le verra arriver très vite dans la suite du traité, mais il sera un produit de la réflexion et non pas un moteur de la réflexion. Il n'y a pas de désir originaire de la raison. D'ailleurs, il faut remarquer que le mot ratio, au sens de raison, n'apparaît jamais dans le traité, avec une exception à la fin. Alors, bien entendu, le mot ratio, puisque le terme a 2 sens en latin, a au moins 2 sens en latin, le mot ratio apparaît dans le traité au sens de rapport, de proportion, mais il n'apparaît jamais au sens de raison, c'est-à-dire de puissance rationnelle. Ce n'est pas le moteur du raisonnement dans le traité de la réforme de l'entendement. Alors, quel est le moteur de la réflexion, si ce n'est pas la raison, justement? C'est un moteur totalement immanent, à savoir que le déroulement même de la vie ordinaire fait qu'à un certain moment, le narrateur s'en est trouvé insatisfait. Il a trouvé que ce qui se rencontre dans cette vie est vain et futile. Vana et futilia. C'est-à-dire que, en quelque sorte, les biens de la vie ordinaire formulent des promesses et ils ne tiennent pas ces promesses. Ou du moins, ils ne les tiennent pas toujours. Mais le fait qu'ils ne tiennent pas toujours suffit à les discréditer, suffit à nous plonger dans des situations de déception. Si on veut exemplifier un peu, par exemple, celui qui cherche la richesse peut ne pas l'obtenir, il peut aussi la perdre. Il peut aussi se perdre en la cherchant, se perdre lui-même. Celui qui cherche le plaisir peut ne pas l'obtenir, il peut aussi s'en lasser une fois qu'il est obtenu. Donc il peut subir le dégoût qui est lié à l'objet qui pourtant était recherché comme un objet de plaisir. Et celui qui cherche les honneurs, c'est-à-dire le pouvoir, il peut ne pas obtenir le pouvoir, il peut même se faire massacrer par ceux qui le détiennent, et même s'il l'a obtenu, il peut éventuellement se faire massacrer par ceux qui veulent l'obtenir à sa place, c'est-à-dire le remplacer, le renverser. Après tout, Spinoza a vécu dans les périodes de guerre civile, et ses lecteurs ont tous connu les guerres civiles
qui ont animé l'Europe au XVIe ou XVIIe siècle, guerre de religion ou autre. Donc, à la fois, on peut ne pas obtenir ces biens, on peut, s'il les obtient, en être déçu, et on peut, si on les a obtenus, même si on n'en est pas encore déçu, on peut les perdre. Et on peut même éventuellement perdre la vie en les perdant. C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout des périls, c'est bien la vie ordinaire, parce qu'on s'y attache trop, parce qu'ils sont enviés et jalousés par d'autres, eh bien, ils nous amènent à notre propre perte. Alors, tout cela, Spinoza ne l'invente pas. Il prend des matériaux dans le tout venant, dans ce qui est usuel dans leur discours rhétorique et moral depuis 2000 ans. Dans le discours rhétorique et moral, et même, on pourrait dire, dans le discours d'historiens, par exemple. Quiconque a lu les historiens romains, Tacite, Tite-Live, sait que celui qui détient le pouvoir, les empereurs romains, sont parfois acculés au suicide, sont poignardés, empoisonnés, assassinés, etc., etc. Donc, ce que dit Spinoza, au fond, les exemples qu'il mentionne très rapidement, ce n'est pas très original. Ce qui est plus original, c'est ce qu'il en fait de ce matériau. Il se sert du caractère déceptif des biens de la vie courante pour produire un itinéraire qui va arracher le lecteur à cette vie ordinaire, à cette vie courante. C'est pourquoi on ne peut utiliser le terme de conversion qu'avec des guillemets. En général, quand on parle de conversion, on parle de quelqu'un qui a une révélation et qui se convertit à une autre vie que la sienne. Chez Spinoza, il n'y a pas de révélation. Rien ne vient de l'extérieur. C'est une conversion purement immanente. Il n'y a pas d'appel de l'extérieur. Le souverain bien ne se manifeste pas au narrateur du traité. Au contraire, le souverain bien va être découvert à la suite de cette pseudo-conversion. Du coup, on comprend pourquoi Spinoza n'appelle jamais, dans tout ce passage, les biens de la vie courante des faux biens. Alors que la morale traditionnelle oppose volontiers les vrais biens et les faux biens. Or, Spinoza, ici, n'utilise jamais le terme les faux biens. Ce qui est étonnant, c'est que ses commentateurs sont toujours tentés de l'utiliser à sa place, quand lui il ne l'utilise pas. Pourquoi Spinoza ne dit pas faux biens? Parce que pour pouvoir les appeler des faux biens, il faudrait déjà posséder un vrai bien à quoi on pourrait les comparer. Et précisément, dans la démarche de Spinoza, c'est le contraire qui se passe. C'est parce qu'on est insatisfait de ces biens de la vie ordinaire, du plaisir, des honneurs, de la richesse, c'est parce qu'on en est insatisfait qu'on va aspirer à trouver un autre bien qui promettrait comme eux, mais qui, lui, tiendrait ses promesses. Donc, qui ne serait pas de l'ordre du périssable. Ainsi, au début de l'itinéraire qui est décrit dans ce prologue, le narrateur ne sait rien au sujet du vrai bien, si ce n'est qu'il y aspire. Mais ce vrai bien, en quelque sorte, n'a pas de contenu. Alors que les biens de la vie ordinaire ont un contenu, et il les connaît bien. Puisqu'il n'y a ni révélation de ce vrai bien, ni même contenu de la certitude qui est recherchée, il a donc toutes les raisons d'être hésitant et de se méfier. Puisque les biens de la vie courante, quels que soient leurs désagréments, quels que soient les risques et les dangers qu'ils présentent, eux au moins, on les connaît, ils sont disponibles. Alors que le vrai bien recherché, après tout, on ne sait même pas s'il existe. C'est pourquoi la certitude semble être attachée plutôt au bien ordinaire, présent, qu'au vrai bien auquel on aspire. Ainsi se déroule une longue période d'incertitude pendant laquelle le narrateur hésite entre deux chemins, en quelque sorte, continuer sa vie usuelle ou bien commencer une vie nouvelle. Ou plutôt encore, essayer de faire coexister les deux. Essayer de continuer sa vie usuelle
avec tous ces biens dont il a besoin, et en même temps, à la fois, chercher une vie nouvelle qui lui apportera un vrai bien qui ne sera pas périssable. Donc, avoir les avantages des deux côtés. Peu à peu, il va se rendre compte qu'il est impossible d'aboutir à une telle coexistence. Il faut choisir ou bien la vie ancienne ou bien la vie nouvelle. Alors, comment choisir? Ce qui va le faire basculer définitivement dans le camp de la recherche du vrai bien, c'est la considération, justement, du caractère périssable et mortel des biens de la vie courante. Non seulement ils peuvent disparaître, mais ils peuvent encore mener à la mort celui qui les recherche et s'y attache. Le seul moyen de rendre effective l'aspiration à un autre bien, ce sera de constater que précisément le fait de méditer tout cela, le fait de se détourner un instant des biens de la vie ordinaire pour méditer, eh bien justement, ce fait nous détourne, écarte l'incertitude et écarte les tourments de l'âme. Il y a donc une thérapeutique inscrite même dans la réflexion sur le vrai bien. Avant même qu'on ait trouvé le vrai bien, le simple fait d'y réfléchir nous permet d'écarter les obstacles au calme de l'esprit, au calme de l'âme que présentent les biens de vie ordinaire. Dès lors, c'est le souverain bien dont on ne savait rien qui acquiert un nouveau degré de certitude. Une certitude qui n'est pas une certitude rêvée, une certitude imaginée, mais une certitude déjà éprouvée. Elle est, d'une certaine façon, déjà entrée dans l'expérience. Nous avons commencé à en jouir, alors même que nous ne sommes pas au bout du chemin. Pour parvenir au degré supérieur de la même certitude, il va falloir ne pas se contenter de ce qui est donné, il faudra réorganiser ce donné selon une méthode, et toute la suite du traité sera consacrée à énumérer les caractéristiques de cette méthode. Donc, la réflexion sur la vie commune et sur l'expérience nous a amenés, en expérimentant quelque chose qui est comme une petite part du futur vrai bien, à nous demander quelle est la méthode qui va nous amener jusqu'à lui. La méthode est donc la réponse à l'aspiration à ce vrai bien que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons encore que négativement par la déception des biens ordinaires et que nous commençons à entrevoir par le calme que nous amène la méditation. Donc, de même que le désir de savoir n'est pas un désir initial, il faut remarquer que le terme de Dieu, qui jouera après tout un rôle si important dans l'éthique, bien que ce terme de Dieu est absent de tout ce parcours. Donc, c'est une conversion sans extérieur, sans révélation, et c'est une conversion sans Dieu. Il s'agit, encore une fois, d'une conversion purement interne. Et même, alors que Spinoza ne parlera pas de Dieu, mais de, je cite, l'être le plus parfait. Cet être le plus parfait, eh bien, il ne joue aucun rôle dans le premier itinéraire du traité. Ce n'est pas l'être le plus parfait qui nous appelle à nous convertir, c'est le contraire. C'est parce que nous nous convertissons, si on peut utiliser le terme, c'est parce que nous essayons de chercher le vrai bien que nous rencontrerons ensuite l'idée de l'être le plus parfait. On pourrait donc dire que ce discours de la méthode, ce n'est pas un discours épistémologique d'abord, et ce n'est pas non plus un discours religieux. C'est un discours qui aspire au salut en termes non religieux et qui fait découvrir la recherche du vrai, alors que le vrai ne nous était pas présent initialement. Il y a donc un double refus frontal dans cette démarche première de Spinoza. Je résume. Dans cette introduction à la philosophie spinoziste, qu'est le traité de la réforme de l'entendement, on ne part ni d'un désir spontané de philosopher, ni d'un désir de savoir ou d'une aspiration au vrai. Ici, il faut remarquer que Spinoza est le plus éloigné d'Aristote, puisqu'Aristote disait, partait du principe que les hommes désirent naturellement savoir. Et précisément, chez Spinoza, tout ce qui est spontané est un peu douteux, suscite un peu de méfiance.
pour Spinoza, le naturel ne se confond nullement avec le spontané, et on en a une nouvelle preuve ici. On part donc de l'expérience la plus naturelle, l'expérience de la vie commune, qui nous fait rechercher des biens lesquels s'avèrent décevants, et c'est le mécanisme même de cette déception qui nous met en marche grâce à une réflexion sur la vie et la mort et sur nos capacités à instituer notre vie, qui nous met en marche vers la recherche d'un souverain bien et la construction d'une méthode pour y parvenir. Cette expérience de la vie commune est naturelle en deux sens. D'une part, elle est ancrée dans ce que l'homme partage naturellement avec les autres vivants, la vie physiologique, la vie organique, dans le premier degré de l'idée de vie, le plus banal, et d'autre part, elle s'appuie à ce qui est spécifique à la nature humaine, et qui n'est pas commun aux autres êtres vivants, mais qui est commun aux hommes, à savoir la vie comme tissu social, la vie comme vitale, comme vécue, et cette vie comme tissu social est assez déterminante aux yeux de Spinoza pour l'individu, pour que, à peine une fois entrevue l'idée du salut, il s'efforce de la partager avec autrui. C'est une caractéristique de la pensée de Spinoza que chaque fois que dans ses œuvres, même dans les œuvres de jeunesse, même dans le court traité, même dans le traité à la fin de l'entendement, quand il parle de salut, il mentionne tout de suite que le salut, on le partage avec les autres hommes. On ne se sauve pas individuellement. Le souverain bien, il faut le trouver pour le maximum, pour le plus grand nombre d'hommes possible. Et c'est une caractéristique très forte de la pensée de Spinoza, qui suffit là aussi à l'isoler de beaucoup de lignées de tendances de la morale traditionnelle. Alors, puisque j'ai prononcé le mot nature, revenons-y. À côté du mot experientia, l'expérience, et du mot vita, la vie, dans ses deux sens, biologique et vital, il y a donc un troisième terme qui décrit l'espace de la pensée spinoziste à ce moment, c'est le mot natura, la nature. Ce terme apparaît en deux sens dans le traité. Alors, d'une part, un sens qui ne nous intéresse pas ici directement. Quand on parle de la nature de quelque chose, on veut dire son essence, ce qui en lui est fondamental et qui s'exprime par sa définition. On va dire que la nature du cercle, la nature de la sphère, la nature du triangle, ce sont leurs définitions mathématiques. Mais à côté de cette conception de la nature comme essence, comme définition de chaque chose individuelle ou de chaque série de choses, il y a un autre sens du terme de nature, qui n'est pas une essence individuelle, mais qui caractérise, c'est-à-dire, les lois de l'univers. Les lois de l'univers, ce sont, Spinoza le dira nettement dans l'éthique ou dans le traité théologico-politique, mais il utilise déjà l'expression ici, ce sont des lois de la nature. Alors, nature désigne donc ici tout à fait autre chose que l'essence d'un seul objet, ou d'une seule catégorie d'objets. Nature, c'est l'ensemble de ce qui existe en tant qu'il est réglé par des lois. Il dira, un peu plus loin, quand il critiquera le préjugé qui oppose perfection à imperfection, il dira c'est ce que nous comprendrons surtout quand nous saurons que tout ce qui arrive selon l'ordre éternel et les lois fixes de la nature. Les leges naturae. On pourrait dire, au fond, que cette connaissance des leges naturae, des lois de la nature, eh bien, c'est l'apparition de la raison dans un texte qui n'a pas de mot pour la nommer. La raison, c'est la connaissance des leges naturae en tant que loi. La nature est donc au commencement de notre progression, en ce qu'elle nous donne la vie et sa spécification comme vie humaine, mais en même temps, sa connaissance, la connaissance de la nature, vient ensuite renforcer cette progression lorsque la méthode nous a fait acquérir l'exigence de la vérité et donc l'exigence de connaître les lois de la nature. Et d'ailleurs, le souverain lui-même, on en a déjà parlé, mais sans dire ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que le souverain bien ? La réponse de Spinoza est très claire. Cette nature supérieure à laquelle l'homme doit parvenir en fin de compte,
dit, je cite, « Nous l'exposerons en son temps et nous montrerons quelle est la connaissance de l'union qu'a l'âme pensante avec la nature entière. » Donc le souverain bien, pour l'homme, c'est la connaissance de l'union qu'a l'âme pensante avec la nature entière. Alors, il faut remarquer que le souverain bien, ici, ce n'est pas, comme dans beaucoup de théologies et aussi religieuses, Dieu. Mais ce n'est même pas la nature entière elle-même, ou l'union avec cette nature. On n'est pas dans une théorie mystique. En fait, ce que Spinoza dit ici, c'est que cette union de l'homme avec la nature, elle est déjà donnée avant que nous commencions à réfléchir. Déjà, nous vivons suivant les lois de la nature, suivant les lois de la nature humaine et même suivant les autres lois de la nature, les lois de la physique, les lois de la biologie, etc. Alors, le souverain bien, ce n'est pas du tout de s'unir à la nature, puisque cette union existe avant nous, en nous, malgré nous. Le souverain bien, c'est de la connaître, c'est-à-dire non pas seulement de vivre dans les lois de la nature, mais aussi de savoir ces lois par lesquelles nous sommes déterminés. La connaissance de l'union qu'a l'âme pensante avec la nature entière. Donc, ce n'est pas l'union de l'homme avec la nature qui est souverain bien, c'est la connaissance de cette union. Quand on dit ça, on n'est pas très loin de ce qu'on dira à l'éthique, de ce que dira l'éthique sur le souverain bien, je le rappelais tout à l'heure, sur le fait que le souverain bien de l'homme, c'est intelligere, c'est connaître, comprendre. Autrement dit, l'union de l'homme avec la nature entière, elle est donnée, exactement comme notre expérience des biens de la vie courante, comme notre expérience de l'exception, ainsi de suite. Notre expérience des biens de la vie courante, c'est une expérience de la nature. Notre déception de ces biens, c'est le fait que nous soyons victimes des lois de la nature sans en comprendre la raison. Et le souverain bien, c'est le fait que nous commencions à comprendre comment ces lois de la nature peuvent nous heurter et que nous n'en soyons pas plus étonnés que le physicien ou le météorologue s'étonne du fait qu'il pleut ou qu'il y a des comètes. Ça n'est pas dirigé contre nous, c'est un fait qui est la conséquence des lois. Alors, comment continuer alors le raisonnement? Eh bien, c'est très simple. Cela veut dire que le souverain bien, c'est la connaissance des lois de causalité. Le souverain bien, ce n'est pas le fait qu'il y ait des lois de causalité, c'est le fait que notre âme prenne connaissance de ces lois et du fait qu'elle est elle-même déterminée par ces lois. Simplement, dans l'état du donné, du spontané, ces relations de causalité existent, mais nous ne les connaissons pas. Dans le souverain bien, ce sera la connaissance de cette union, c'est-à-dire la maîtrise intellectuelle de cette causalité, qui est préexistante à la connaissance que nous en avons. Et voilà ce qui sera la tâche de cette raison innommée, qui est en quelque sorte l'opérateur de l'intelligere. Alors, Spinoza dit, je cite, « Avant tout, cependant, il faut penser aux moyens de guérir l'entendement et de le purifier autant qu'il se pourra au début, de façon qu'il connaisse les choses avec succès, sans erreur et le mieux possible. » Donc, la première tâche de la méthode, purifier l'entendement, ça va être l'emendatio intellectus, la réforme de l'entendement, suivant la traduction française usuelle, et c'est celle-là qui apparaît comme la clé de la démarche vers un souverain bien. Désormais, nous nous trouvons effectivement en termes de vrai. Ce désir de vrai qui n'était pas là au début, à la fin de cette démarche de découverte du fonctionnement de l'âme par elle-même, il existe réellement et nous en sommes conscients. Donc, nous sommes arrivés en terrain épistémologique alors que nous n'étions pas partis de ce terrain-là. Nous en sommes donc maintenant, en termes d'intellectus, au désir de savoir et au désir de méthode du savoir. Nous sommes ainsi partis d'une question qui était celle du bien, les biens de la vie courante, le vrai bien, les biens périssables, le bien impérissable, les biens qui nous font périr. Et cette question de départ du bien, elle nous a amené
à ce qui n'était pas donné au départ, à savoir l'idée de la connaissance de la nature, la nécessité de développer les sciences et d'abord de réformer l'entendement. Autrement dit, ce qui va apparaître comme le thème central du traité, à savoir la recherche du vrai et la réforme de l'entendement, c'est donc la question de la méthode qui n'était pas le thème initial. Tout ce long prologue aura donc servi à nous faire passer d'une question éthique à la question épistémologique, de la question du bien à la question du vrai, et donc non seulement à nous arracher au bien de la vie courante, mais aussi à nous arracher à la question que nous nous posions à partir des biens de la vie courante. D'une certaine façon, il a fallu nous arracher à la spontanéité des biens de la vita communis, de la vie commune, pour rechercher le bien, mais en dernière instance, nous avons découvert que pour rechercher le bien, pour trouver le bien, il fallait d'abord rechercher le vrai. Donc il y a eu deux formes successives d'arrachement à la spontanéité. Et en un sens, on voit bien en quoi le spinozisme est à la fois un naturalisme et un anti-spontanéisme. Nous n'avons le désir de savoir, et donc de trouver une méthode de savoir en faisant l'entendement, que parce que c'est un moyen de nous diriger vers le vrai bien. Et que nous comprenons que nous pourrons arriver au vrai bien que par ce détour nécessaire. Alors, on pourrait marquer ici très nettement la différence entre Spinoza et ses quasi-contemporains, enfin ses tout juste prédécesseurs, que sont Francis Bacon et Descartes. Dans un univers baconien ou cartésien, tout se passe comme si le désir de savoir et d'édifier, de construire des sciences était premier. Ici, au contraire, il apparaît comme dérivé, essentiel, mais dérivé. Fondamental au sens où il permet la démarche, mais pas fondamental au sens d'originaire. Mais une fois qu'il est là, une fois qu'il a été produit, il s'installe pour longtemps, et notamment pour toute la suite du traité, et aussi pour toute l'éthique, et pour le traité politique et le traité théologico-politique. Donc pour toute la suite de l'œuvre spinozienne. On découvrira dans la suite que précisément, il se confond avec ce bien qu'on le recherchait. Mais il était exclu qu'on le sache d'emblée. Donc je résume. Ce monde de l'expérience que décrit le traité de la réforme de l'entendement devient un univers de la méthode. On passe du monde de l'expérience à l'univers de la méthode. On s'arrache de l'un pour arriver à l'autre. Mais ce double arrachement lui-même est produit par le monde d'expérience initiale. On va se retrouver désormais dans l'univers de la recherche des idées adéquates, de leur distinction avec les idées fictives, fausses ou douteuses, et dans les écrits ultérieurs de Spinoza, les traités politiques, le traité théologico-politique, l'éthique, l'interrogation sur la méthode sera désormais cantonnée aux marges du système, on la trouvera dans quelques scolies, pour une raison simple. C'est d'abord que la méthode est trouvée, on n'a plus à chercher, et que la question que se posera alors Spinoza, ce ne sera plus la question de l'accès à la philosophie, ce sera celle de l'exercice de la philosophie, où il s'agira de traiter de la liberté, de l'état, du salut. Cependant, l'expérience demeurera au premier rang, avec le même statut, mais avec des champs beaucoup plus développés et variés. Ce ne sera plus seulement l'expérience de la vie commune en général, ce sera des expériences particulières, mais toujours communes à un grand nombre d'hommes, celles qu'indiquent des termes comme fortune, pour l'expérience de l'histoire, ingenium, complexion individuelle pour l'expérience des passions, et usage, usus, pour l'expérience du langage. Dans ces différents champs, l'expérience sera un moyen incontournable d'exploration, mais elle sera conjuguée désormais à cette approche rigoureuse des leges naturae, des lois de la nature, de chacun des domaines qu'est la connaissance naturelle, ou, de son autre nom, la raison. La raison permettra de connaître, en histoire,
les lois de construction, de développement et d'effondrement des États, alors que la simple connaissance des aléas de la fortune puisera dans les récits de la Bible et des historiens les multiples exemples concrets qui singularisent l'effectuation de ces lois dans chaque situation particulière. Donc, du point de vue de l'histoire, pour connaître l'histoire, on aura d'un côté, au fond, une science de l'histoire qui étudie les lois de la nature historique, et c'est ce que Spinoza essaye de faire dans le traité politique, par exemple. Et puis, d'un autre côté, on aura l'expérience du champ historique. Cette expérience, elle nous vient, par exemple, de lecture de la Bible, de lecture d'historiens romains, de lecture de la vie d'Alexandre le Grand, et ainsi de suite. Dans l'étude du langage, c'est que Spinoza avait rédigé une grammaire de la langue hébraïque, qui est à beaucoup d'égards une grammaire comparée. La raison, d'un côté, reconstruira la régularité des règles syntaxiques, et d'un autre côté, l'expérience prendra en compte l'usage qui nous apprend ce qu'il y a des exceptions et de l'irréductible matérialité de la langue. Enfin, dans le champ des passions, les théorèmes de l'éthique reconstruiront les lois d'association et d'imitation des affects, mais les scolies de l'éthique feront voir la mise en œuvre de ces lois dans chaque ingenium individuel, dans chaque complexion d'un individu, la façon dont elles se composent entre elles avec l'histoire propre d'un individu pour donner telle ou telle singularité remarquable. Ainsi, la raison, que ce soit sous sa forme mathématique dans l'éthique, sous sa forme philologique dans le traité théologique topopolitique ou dans la grammaire, ou encore sous sa forme analytique dans d'autres chapitres du traité théologico-politique ou dans le traité politique, la raison sera toujours articulée à l'expérience, et c'est cette articulation qui, pourrait-on dire, constitue la forme ultime de la méthode spinozienne. Même dans les textes de la fin de la 5e partie de l'éthique, où l'on pourrait penser qu'on est loin de tout ce qui concerne le corps, l'imagination, l'expérience, certes, dans cette fin de l'éthique, c'est de façon géométrique, c'est-à-dire par la raison, que Spinoza établit ce que sont le 3e genre de connaissance, l'amour intellectuel de Dieu, la béatitude. Mais il n'oublie pas d'ajouter, car nous sentons et nous faisons l'expérience que nous sommes éternels. Donc là aussi, l'expérience vient rejoindre les lois découvertes par la raison. Je conclus. S'il faut caractériser l'aspect général de la démarche spinoziste, je crois que 2 termes s'imposent. D'abord, c'est un rationalisme, et même un rationalisme absolu, puisque la raison est apte à rendre compte de tout ce qui est, tout ce qui existe, y compris ce qui est irrationnel. Entre la raison et la folie, la balance n'est pas égale, la raison explique la folie. Et, deuxièmement, ce n'est pas seulement un rationalisme, c'est aussi un naturalisme, à la fois parce que l'on part du principe que tout ce qui est un effet des lois de la nature, et aussi parce que tout le soubassement du système, la vie, au double sens d'animal et de vital, l'expérience, la raison elle-même, sont issus de la nature, que ce soit directement ou indirectement. Même ce qui nous paraît de l'artifice est simplement une réorganisation de ce que la nature nous donne spontanément. Lorsque la raison sera suffisamment développée, elle permettra à l'homme de dépasser le stade de ce qui est simplement donné, donc le stade du spontané. Mais il ne le fera qu'en réorganisant ce que la nature avait mis à sa disposition. Car le principe de l'éthique spinozienne, ce sera la raison ne demande rien contre la nature. Je vous remercie de votre attention.